Bonjour, bonsoir, tout dépendra à laquelle vous regarderez cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo tant attendue, pas du tout parce que je pense que vous attendez plus les flops que les tops. Mais aujourd'hui on va parler de mes meilleures lectures de l'année 2024, donc qui s'est écoulée il y a une semaine, voilà. Si jamais vous arrivez de la vidéo flop, je suis dans la même tenue parce que je vais tourner les deux vidéos à la suite. Si jamais vous êtes ici sur la première vidéo top, sachez que dans la vidéo de la semaine prochaine, les flops, je serai également habillée pareil, voilà, parce que, écoutez, je vais être sur une bonne lancée, j'ai du temps devant moi, donc je prends de l'avance, et comme ça au moins je sais où je vais, je sais ce que j'ai à dire, j'ai ma petite liste avec tous les livres dont je vous parler, donc on va commencer tout de suite. Donc, comme vous l'avez sans doute vu dans la vidéo précédente, donc, qui était mon bilan de l'année, j'ai lu 262 ou 263 livres au cours de l'année 2024, sachant que je n'ai pas compté les albums que j'ai pu lire à la librairie sur le tas comme ça, parce que voilà, un peu flemme, j'avoue, j'ai pas été assidue sur ce plan-là. Mais ici, je vais vous parler du coup, je vais faire des mentions spéciales pour les suites de séries qui m'ont vraiment beaucoup plu, pour lesquelles j'ai eu un coup de cœur, parce que comme ça je vais pas m'étaler dessus et tout, enfin bref. Ensuite j'ai fait d'autres catégories, donc il va y avoir la catégorie mention pour les mangas, bande dessinée pareil, où il n'y en a pas beaucoup, donc comme ça va aller vite. Et puis après, eh bien, vous verrez bien, on passera aux livres, donc que ce soit des one-shots, peu importe le genre, ou des tomes 1. Donc on commencer tout de suite avec les mentions spéciales, suite de série, parce que, écoutez, ça faisait partie de mes objectifs de l'année, il fallait que j'avance, j'avais plein de séries en cours qui dormaient sur mes étagères, donc il fallait soit que je me mette à jour, soit que j'en poursuive selon le nombre de tops, soit pour le meilleur des mondes, que j'en termine. Donc c'est parti. L'année dernière, dans ma vidéo top, dans mes tops, il y avait la saga The Prison Healer. Donc vous vous en doutez, cette année je l'ai conclu, je l'ai terminé, donc le tome 3 est dans mes top lectures de suite de série et conclusion de série, du coup par ici. J'ai trouvé ça trop bien, comme les autres tomes, justement dosé, ce qu'il faut de révélation, ce qu'il faut de fond de famille, les intrigues m'ont convaincu, le dénouement m'a convaincu. J'ai trouvé que le choix scénaristique de la fin n'était pas bâclé ou trop rapide ou quoi, donc très bien pour ça. Également qui était dans mes tops de l'année dernière, ce premier tome qui vraiment avait été voilà, trop génial, le côté teenage, le côté romance, le côté drama de lycéen. J'ai bien sûr cette année également la suite de Badass, donc le tome 2. Pareil, j'ai adoré retrouver les personnages, retrouver la dynamique de l'histoire. L'auteur n'a pas fait des choix trop faciles comme dans Prison Healer. Là pareil, elle construit ses relations de manière très chouette. J'ai trouvé que Ashley, même si parfois elle pouvait un peu paraître égoïste, elle savait toujours revenir sur ses décisions, elle savait où était sa place, et quand elle allait trop loin vis-à-vis d'elle-même ou des autres personnages. J'ai trouvé ça très chouette, l'évolution des relations sympa. Dans celui-ci un petit peu plus de spicy, donc écoutez, ma foi ça ne m'a pas déplu parce que ce sont des lycéens, ils vont aller à l'université, donc à un moment donné ça me paraît logique que ça arrive. Mais voilà, toujours très drôle, toujours bien dosé, on n'est pas dans le cliché, on n'est pas dans le cringe. Je n'attends que la suite, voilà, autant vous le dire. Je me suis pas mise à l'espagnol cette année, mais pour cette série j'aurais peut-être pu faire l'effort. Ensuite, l'année dernière, du coup en hiver, j'avais lu le premier tome de la série de Christelle Dabos, La Passe Miroir. Et cette année, j'ai lu les tomes 2 et 3. Il me reste donc le 4 qui sera lu, je pense, d'ici le début d'année, parce que voilà, faut pas que je le laisse traîner non plus. En plus, ce sera le dernier tome, donc ce sera vraiment la conclusion. Et le 3 est encore assez frais dans ma tête. Donc voilà, j'ai eu un top lecture pour le tome 2, du coup. Moins le tome 3 parce que certaines directions prises m'ont pas trop convaincue. Mais j'ai trouvé que dans le tome 2, par rapport au tome 1, j'ai trouvé que la plume était plus affirmée. Les intrigues aussi, le côté intrigue politique et tout. Là, il y a vraiment eu des rebondissements et des retournements de situation qui m'ont vraiment étonnée, pour lesquels je n'avais pas vu venir. Contrairement à des fois où on peut dire c'est un peu facile parce que c'est du récit ado. Là, vraiment, j'ai bien aimé. Et pareil, j'ai apprécié le personnage d'Ophélie davantage que dans le premier, parce qu'on sent qu'elle s'affirme un peu plus, ce qui s'est avéré davantage dans le tome 3. Mais voilà, le tome 2, je l'ai trouvé, c'est vraiment celui pour l'instant sur les 3 que j'ai trouvé le plus facile à lire, dans lequel je me suis le plus facilement plongée et sentie concernée par l'histoire, donc super. Un autre tome 4, une autre conclusion de série. De toute façon, là, je pense que courant février, ça arrivera le point sur mes séries littéraires,
voir où on en est, ce qu'on a commencé, ce qu'on a laissé tomber, tout ça. Donc soyez patients, mais soyez au rendez-vous. J'ai donc conclu la saga de Christopher Paolini, donc Eragon, donc la saga de l'héritage, mais voilà. Donc j'ai lu le tome 4 que j'ai trouvé magistral. J'avais peur parce que le troisième, si vous avez suivi, je l'avais trouvé un petit peu long. Je lève la tête parce que je regarde les livres pour être sûre de ne pas en oublier. Mais j'avais trouvé un petit peu longué, il y avait des longueurs, il y avait beaucoup. Je trouvais qu'à des moments, l'action s'essoufflait un peu à cause de cette lourdeur descriptive. Mais je l'avais beaucoup aimé. Mais là, dans celui-là, vraiment, c'est un final de fantasy comme on les apprécie, comme on attend de les trouver. J'ai trouvé que l'action était présente, les émotions étaient présentes. Le world building de l'histoire, les personnages qui évoluent également. Et ce que j'ai notamment surtout très apprécié, c'est que contrairement des fois à la fantasy où on arrive à la fin, on a un épilogue et puis voilà, on sait ce qu'il advient de tel personnage et ça tient en 10 pages max. Là j'ai trouvé qu'on avait quand même une grosse partie sur l'après bataille finale, parce qu'on se doute évidemment qu'il y a une bataille finale, mais de voir que c'est pas tout blanc, tout rose, tout mignon. J'ai apprécié voilà, qu'on ait cette dose de suite dans l'après. Je ne saurais pas trop comment l'expliquer, mais vous voyez ce que je veux dire. Mais ça, non, j'ai trouvé ça top. J'avais peur de rester sur ma faim et en fait, l'auteur a su m'en donner davantage. Donc voilà, je considère que c'est fini. Je sais qu'il reste Murtagh, mais pour moi, c'est un livre bonus qui est à part de la quadrilogie principale. Donc écoutez, ma foi, pour ça, ça s'est très bien passé. Autre conclusion de trilogie magistrale, enfin je dis trilogie, mais peut-être qu'il y aura des choses dans cet univers avec d'autres personnages, je ne sais pas, je ne m'avance pas, mais pour moi, la conclusion de ce tome 3 est une réelle conclusion aux deux autres que j'ai lus. Donc voilà, je considérerai comme ça. Si vous avez plus d'infos à me donner, n'hésitez pas. Mais du coup, j'ai conclu Crescent City, donc de Sarah J. Maas. Donc il faut savoir que moi, à Cotard, j'ai lu les deux premiers, j'ai pas encore poursuivi, donc bon voilà, faut pas trop m'en demander pour l'instant. Ce sera fait en 2025 je pense. De toute façon j'ai pas d'excuses pour ne pas lire certains trucs parce que j'ai plus de pages. Donc faut pas dire qu'il y a des priorités. Voilà, c'est maintenant, ça va être les trucs que je laisse traîner depuis un moment qui sont les priorités. Mais du coup, j'avais eu un coup de cœur pour le premier. Le deuxième, je crois que je n'avais pas eu le coup de cœur. Ça s'était joué à pas grand chose. Mais celui-là, pareil, j'ai trouvé ça vraiment trop bien. Juste dans l'intrigue. Les personnages parfois un peu pénibles, la romance pour moi n'apporte pas grand chose. Enfin, il y avait d'autres romances sur des personnages secondaires qui me plaisaient davantage, mais voilà. Mais par contre les personnages, le fun family là-dedans, les révélations, en fait le tissage des intrigues, le fait qu'on ait des intrigues dans les intrigues dans les intrigues et que ce soit assez clair pour qu'on soit pas perdu, j'ai trouvé ça vraiment génial. On sait plus où donner la tête, c'est un dernier tome donc on passe par toutes les émotions parce que y a des retours, il y a des départs, il y a des morts, il y a des trucs auxquels on s'attend pas, des liens qui se tissent, des alliances, des trucs. J'ai adoré. Franchement, je pense qu'en fantasy, Crescent City c'est une très bonne saga qui propose un world building vraiment impressionnant. L'auteur, je pense que chez elle, elle a une pièce prise de notes parce que pour s'y retrouver, moi perso j'ai pas vu d'énormes incohérences, il n'y a rien qui m'a choqué en mode ça il y avait ça dans le premier et là on nous dit ça, bizarre, mais non, très bien. Et la dernière mention spéciale, écoutez c'était je crois, il me semble, je vérifierai, mais il me semble que c'était mon top 1 de l'année dernière dans mes tops. Donc il est normal et logique que le tome 2 se retrouve dans ces mentions spéciales top lecture suite de série. C'est bien sûr le tome 2 de l'Empire du Vampire de J. Christophe. Vous l'avez peut-être vu passer, mais Nevernight et moi ça l'avait pas trop fait. Donc j'étais un peu mitigée. Mais l'Empire du Vampire m'avait conquis de A à Z. Ça n'a pas changé pour l'Empire des années que j'ai trouvé encore une fois d'une plume incroyable, d'une justesse dans les mots, dans les descriptions d'intrigue où là voilà vous avez beaucoup de descriptions mais elles sont pas lourdes, elles sont pertinentes, elles desservent l'intrigue. J'ai trouvé que on en apprenait presque autant que dans le premier, alors qu'on pourrait se dire bah c'est bon on a eu les principales révélations, plus rien ne va nous étonner. Si, on continue à être étonné, j'ai été subjuguée. Je recommande également totalement si vous cherchez de la dark fantasy avec des vampires où là le mythe du vampire n'est pas Edward Cullen qui brille au soleil mais quelque chose de plus sanglant, de plus poignant. On reste quand même un petit peu attention parce que des trigger warnings, voilà, si la religion vous importe beaucoup, peut-être que la façon dont c'est mis en scène dans ce livre pourra peut-être vous heurter, donc quand même faites attention. Mais non, c'était vraiment génial ici.
voilà, ça c'était pour les mentions spéciales suite fin de série dans mes top lectures de l'année. On va maintenant passer rapidement à la catégorie manga, bande dessinée, graphique, parce que pareil, il n'y en a pas beaucoup et ça va aller vite. J'en ai noté 6, il y en a 2 que j'ai pas, donc je vous ferai les inserts des couvertures pour vous resituer. Donc j'ai 2 petits mangas cette année qui m'ont plus que convaincu. Il y a Ramen Akaneko, donc qui pour l'instant doit avoir 3 tomes sortis. Moi j'en ai 2 mais je crois qu'il y en a 3. Où là on est dans un petit restaurant de nouilles tenu par des chats où une jeune humaine va se faire embaucher. C'est hilarant. J'ai trouvé ça très rafraîchissant, j'ai trouvé ça voilà, pertinent, que c'était pas de l'humour trop lourd, donc ça m'a fait passer un moment, j'ai rigolé. Il y a des sujets quand même importants qui sont amenés comme la confiance en soi, etc. Donc ma foi, petit manga, dès la primaire, pas de soucis. Et le deuxième, peut-être que vous l'avez déjà vu passer, peut-être que vous l'avez vu en animé et c'est tout, parce que moi j'ai vu le début mais j'ai pas tout vu parce que ça prenait 2 tomes et j'avais lu que le premier. C'est évidemment Kotaro en solo qui est trop mignon, donc vous avez la pastille magnifique, elle s'enlève. Je vous rassure, moi je l'ai pas enlevée mais elle s'enlève. Où là on a 4 ou 5 tomes déjà sortis, peut-être même 6, je ne sais pas. Les mangas ça va trop vite, faut pas me demander de suivre, je suis pas assidue. Mais voilà, un petit gamin comme ça, tout choupinou, qui se retrouve à vivre tout seul. Il y a ce côté très tranche de vie et à la fois saupoudré d'un petit mystère parce qu'on veut savoir comment ça se fait qu'un garçon de cet âge se retrouve à vivre tout seul et à avoir un train de vie plutôt correct, qu'il y a de l'argent, etc. Donc trop bizarre. Mais non, ça pareil, drôle, mignon. Je pense que dans une phase un peu bad, je peux chouiner. Je peux chouiner à tout ce que je vois. En plus en animé, quand il y a la petite voix et tout, trop mignon. Non, ça l'a totalement fait pour moi. Coup de cœur pour ce manga. Alors je vais tout de suite vous parler des 2 que j'ai pas, comme ça j'y pense. J'ai en bande dessinée adoré Mardival, je ne sais plus, bref vous aurez la couverture. Où là on est pareil dans une petite épopée de fantasy, c'est un one shot. J'ai beaucoup aimé le côté où voilà, très dans l'humour, très un peu presque dans l'absurde, mais léger, pas lourdingue. Voilà la personnage qu'on suit qui se retrouve à moitié maudite alors qu'elle a rien demandé à personne, elle est exclue du château. Ça lui fait limite ni chaud ni froid parce que elle se dit ouais bon bah si c'est à ça que je suis destinée, pas de souci, vraiment elle est d'une légèreté la gosse, et puis le personnage qui va la rejoindre dans son périple est tout aussi intriguant, mais j'ai trouvé que pour un one shot c'était vraiment très juste et une aventure vraiment très sympa à suivre. Et les dessins sont, je trouve qu'ils sont assez, pas fades, mais plutôt pâles dans le sens où voilà, on n'est pas assailli de couleurs flashy comme on peut voir avec des choses maintenant, tout ce qui est animation 3D, tablette, informatique. Je trouvais qu'il y avait un côté un petit peu rustre, un petit peu champêtre, qui m'a bien plu. Et la deuxième bande dessinée que j'ai adorée, c'est La Longue Marche des Dindes. C'est une adaptation d'un roman jeunesse de chez l'École des Loisirs. Donc voilà, vous connaissez peut-être, mais moi c'est vrai que je n'ai pas lu le roman, je l'ai découvert en BD. Et pareil, j'ai adoré cette épopée d'un jeune garçon qui est un peu la risée de son village, qu'on lui voit aucun avenir, et puis sa maîtresse croit en lui et elle va le pousser à aller voir plus loin. Et il va suivre son chemin, il va croire en la possibilité de quelque chose et on va le voir croiser des gens sur son chemin avec pareil des sujets tels que le racisme et tout mis en avant. Je trouvais que c'était très pertinent, c'était un très bon texte à faire découvrir à quelqu'un qui n'aimerait peut-être pas le roman même s'il n'est pas très long. Mais je trouve qu'en BD en plus c'est des couleurs très jolies, très simples, très pastel. Et pareil du coup tous les avis bande dessinée graphique vous pouvez les retrouver dans mes vidéos Alors ça bulle sur la chaîne. Je crois que j'ai fait une playlist aussi pour que vous les retrouviez facilement où j'ai des avis plus détaillés et je vous montre les intérieurs des bandes dessinées. Les 2 coups de cœur ultimes en graphique cette année c'est Mooncakes, qui est un espèce de petit... je dirais pas, c'est pas un webtoon, mais c'est quelque chose, pareil, encore une fois là, un peu cozy fantasy, où on rencontre une jeune sorcière qui prend des cours de sorcellerie et elle a un handicap, elle est malentendante et également on a de la représentation LGBTQIA+, parce que son love interest est une femme, enfin c'est une... Elle n'est pas genrée, mais parce que c'est aussi une créature, enfin c'est très bien expliqué. Moi je l'explique très mal, je suis maladroite, mais c'était très bien, c'était très mignon. Il y avait un peu d'action, il y avait le côté romance qui était pas du tout niais, pas cliché. Donc j'ai trouvé ça vraiment top. Je recommande. Je recommande vraiment. Et bien sûr, mon premier coup de cœur graphique de l'année, en fait c'est le dernier que je vous présente, mais c'était bien sûr La Princesse et le Croque-Monsieur. Comment ne pas tomber in love déjà de ce croque-monsieur. Vraiment les croque-monsieur, le fromage, c'était
tout pour moi. Vraiment, c'était pareil, une romance LGBT qui a totalement fonctionné sur moi. J'ai adoré cet univers avec pour le coup voilà des couleurs un petit peu plus pop, pastel pop. Le fait que tout le monde ait des noms de fromage, vraiment ça m'a tué de rire. Moi il m'en faut pas de toute façon pour rigoler, hein, vous le savez. Mais non, ça a été très chouette, très pertinent. Donc si l'auteur fait à nouveau des choses, je lui dirai sans hésiter. J'avoue que si ça avait fait le double, ça m'aurait pas dérangé parce que j'ai passé vraiment un très bon moment et depuis que je l'ai lu, je le refourgue un petit peu à tout le monde, que ce soit aux clients ou à mon entourage. Après avoir parlé suite et fin de série et graphique, je vais vous parler de la catégorie romance parce qu'il n'y a qu'un livre dedans qui s'est démarqué cette année. Et oui, alors pourtant je suis sortie de mes sentiers battus parce que j'ai lu plusieurs romances, mais celle qui m'a vraiment marqué, où j'ai vraiment ressenti le plus d'émotions, c'est une romance ado et c'est de chez Comet, c'est Recettes cubaines pour guérir un cœur brisé de Laura Taylor Naimé. Vraiment ça je pense que c'est dans mon top 5 des meilleures lectures parce que j'ai adoré cette histoire où on rencontre une jeune fille qui s'était fait larguer, ça n'allait plus trop dans sa vie, elle savait plus trop où elle en était, sa meilleure amie elle l'a perdue un petit peu petit à petit, donc elle se faisait envoyer en Angleterre dans sa famille, dans une auberge pour un peu se recentrer sur elle-même, changer de paysage, changer de décor, et elle rencontrait un jeune garçon qui s'avérait être pareil un peu timide, un peu réservé, très gentil. Donc c'était un Strangers to Friends to Lovers, slow burn, très bien fait, pas du tout niais, pas de smut. Pareil, c'est un avis que vous pouvez retrouver détaillé dans J'ai lu pour vous 4 romances young adulte sans smut. Donc je vous mettrai dans le petit de toute façon les vidéos concernées pour certains des livres. Mais j'ai adoré, voilà, j'ai adoré, c'est vraiment tout ce que je recherchais dans une romance. C'est pas celui sur lequel je misais le plus quand j'avais fait cette vidéo et les livres que j'avais lus pour la vidéo, mais c'est celui qui s'en est démarqué à 100%. On passe donc maintenant à la catégorie Young Adult. Alors pareil, j'ai lu pas mal de Young Adult, mais si, il y en a que j'ai beaucoup aimé, il y en a pas beaucoup qui m'ont transcendé ou vraiment je ne pouvais pas lâcher le livre, mais l'un d'eux c'était pas gagné parce qu'au début quand je l'ai commencé, je vous l'avais dit dans la vie, je m'attendais à quelque chose de très absurde, je voyais pas du tout où ça voulait partir parce que ça partait dans tous les sens, mais ça menait pas à Rome, vraiment, donc c'était trop bizarre. Mais au final, j'ai eu un coup de cœur pour ma Lady Jane. Donc c'est un young adulte sur fond historique, fait réel, inspiré de faits réels, sur Lady Jane Grey en Angleterre. Donc un roman historique avec une petite demi-teinte de fantastique avec de la magie qui est la dimension un petit peu absurde, mais dans le contexte du livre, l'absurde s'est démarqué et j'ai passé un très bon moment. J'ai adoré suivre cette personnage et ceux qui gravitent autour d'elle, mais j'ai trouvé que c'était pertinent en plus de me faire rire. Ça m'a fait apprendre des choses parce que après ma lecture ou même pendant ma lecture, j'allais vérifier des fois sur internet pour voir si les informations étaient réellement avérées, et j'ai été ravie de voir que c'était quelque chose de très vrai. Et je crois que j'ai aperçu sur Google que les auteurs avaient écrit sur un autre fait divers, un autre fait historique. Donc j'espère que ce sera traduit en français et qu'on pourra le lire. Il y a eu une série également, je crois que c'est sur Amazon Prime, je suis pas sûre. J'ai regardé mon annonce, elle m'inspirait pas du tout par rapport à ce que j'avais vu, j'avais pas l'impression de retrouver les éléments similaires, très bizarre. Mais j'avais des retours sur Booksta, certaines d'entre vous m'avaient dit qu'en fait c'était plutôt pas mal, donc peut-être qu'un jour je passerai le pas. Donc affaire à suivre pour ça, mais en tout cas ça je recommande vivement. Après de l'avoir vu partout, je suis arrivée après la guerre, comme d'habitude, comme souvent d'ailleurs, hein, j'arrive toujours après tout le monde. Mais j'ai découvert Sous les étoiles de Bloomstone Manor, chez Casterman. Et j'ai compris la hype, voilà, pour le coup, c'est pas surcoté, la hype est justifiée, j'ai beaucoup aimé. C'est un récit assez féministe, on a un fond de romance, mais le féminisme prend le pas parce que vraiment on a une jeune fille qui veut s'affirmer dans un domaine qui, à son époque, n'est pas très toléré ni reconnu pour la gente féminine, c'est-à-dire la science, l'astrophysique, l'astronomie. Donc voilà, j'ai trouvé ça très pertinent, ça a vraiment été un coup de cœur, j'ai trouvé la plume très chouette, très tendre, très poétique, les personnages étaient super sympas à suivre, j'ai trouvé qu'ils s'exprimaient bien, enfin pour l'époque j'ai trouvé que tout collait, voilà. Et le dernier qui m'a convaincu, que j'ai lu dans le train en revenant de Lyon, après avoir vu Simple Plan en concert, c'est The Agency for Scandal de Laura Wood. Donc Laura Wood que j'avais déjà vu passer avec des avis très positifs sur un autre de ses livres, je ne sais plus lequel, mais il avait une couverture un peu avec des papillons, je ne sais plus quoi, enfin bref. Ici on est sur un petit roman féministe d'espionnage, où on suit une agence de femmes qui vient en aide à des femmes en difficulté.
par rapport voilà, à leur mari, à la justice en général, etc. Je trouve ça très pertinent. Pareil, on a une romance qui est en second plan mais qui est présente quand même. Et ce que j'avais bien aimé, c'était que dès le début, notre personnage principal, elle crush à fond sur un des mecs et elle ne s'en cache pas, elle l'assume totalement. Et j'ai trouvé ça hilarant parce que voilà, ça bégaye pas, ça va frontal dans le truc, on sait ce qu'il en est, on sait où on va. Et j'ai beaucoup aimé. Il y a un personnage qui m'a intriguée. J'espère un jour avoir un tome compagnon dessus peut-être. Parce que j'ai vu qu'il y avait un tome compagnon sur celui-là. Mais je ne crois pas que ce soit sur la personne que j'espère. Enfin bref, un micmac. Mais j'ai hâte de retrouver cet univers quand ce sera traduit. Et peut-être un jour je tenterai autre chose de Laura Wood. Parce que la plume, en plus d'une intrigue bien construite, m'a convaincue. Alors pareil, il y a énormément de fantasy qui m'ont beaucoup plu cette année. Là dans les trois, il y en a un, c'était pas un coup de cœur intersidéral, mais c'est vraiment la plume de l'auteur qui m'a complètement charmée. Je vais vous présenter le premier, c'est bien sûr Divine Rivalité de Rebecca Ross. Voilà, je n'ai pas eu le coup de cœur parce que comme vous le savez, si vous avez vu mon bilan de décembre d'ailleurs, j'en ai reparlé. J'ai trouvé que la dimension divinité desservait pas grand chose. Enfin, moi quand j'ai commencé ce livre, j'étais en mode ça allait être un roman de guerre, de seconde guerre mondiale et voilà, on allait avoir une romance avec un peu de magie. Et il s'avère qu'en fait au milieu de tout ça il y avait des dieux, donc ça j'étais passée un peu à côté. Mais vraiment pour la plume, j'ai rarement ressenti autant d'émotions en lisant un livre de fantasy ado. J'ai trouvé ça très pertinent, notamment tout l'aspect quand les personnages sont sur le front au niveau de la guerre. Je trouvais que les descriptions de la guerre étaient vraiment très poignantes et la romance. Le slow burn, je le trouve pour moi maîtrisé. J'avoue, je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Certains le trouvent assez facile. Moi, ça m'a pas dérangé. Je trouvais ça plutôt chouette. Et j'ai beaucoup aimé le personnage d'Iris, que ce soit dans ce tome-là ou dans le suivant. Donc voilà, ça a été une très bonne lecture fantasy. Ensuite, un livre sur lequel je ne misais pas beaucoup au début. Quand j'ai vu en librairie, c'était pas celui qui m'attirait le plus, j'avoue. Et en fait, à force de voir des avis sur les réseaux comme quoi c'était super, je me dis bon, bah il me faut, comme on le dit, ne pas se fier à la couverture. Le pitch me bottait en demi-teinte également, donc bon, je me suis dit, allez, on prend, on verra bien. Et il s'avère que j'ai adoré. C'est le premier tome de la duologie du Roi Berger, donc Une fenêtre sur les ténèbres de Rachel Gillig, que j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé que c'était un univers de fantasy assez complet, très bien travaillé, bien construit. Pareil, encore une fois, la romance ne vient pas prendre le pas sur l'intrigue principale. On sent qu'il y a quelque chose, mais dans ce tome, c'est vraiment très secondaire. On est vraiment centré sur l'intrigue principale autour de cette brume un peu bizarre, cette malédiction qui touche notre personnage principal. Personnage principal que j'ai trouvé très sympa, qui a un peu un côté anti-héros parce qu'elle est un peu touchée par ce qui n'est pas normal. Et je trouve qu'elle s'en défend bien, qu'elle s'affirme plutôt bien. Donc j'ai hâte de lire le deuxième et dernier tome, j'espère qu'il sera vraiment à la hauteur et que les personnages, on va davantage en voir certains parce que notamment il y en a un qui m'a pas mal plu et que j'ai un petit peu envie de voir un peu plus. Donc franchement, si vous voulez une fantasy un peu gothique, c'est très sympa. Et comment ne pas parler de cette lecture? Donc comme je vous le dis, je fais pas de top 5, de top 3 de mes meilleures lectures parce que contrairement à l'année dernière, il n'y a rien qui s'est... Il n'y en a pas assez qui se sont démarqués au point de waouh. C'était vraiment assez stagnant, c'était des coups de cœur mais qui stagnaient assez parce que en fait ce que j'aimais chez l'un, je le retrouvais chez l'autre et en fait ça se compensait plutôt pas mal. Mais celui-là, s'il avait fallu un top 5, il aurait été dedans évidemment, vous ne l'avez pas loupé. J'ai adoré le tome 1 de Assistant to the Villain qui en fait, n'est pas une duologie visiblement mais une trilogie, je sais pas. Encore un micmac de maisons d'édition qui sont pas très clairs. Mais voilà, j'ai adoré cette cozy fantasy, vraiment avec cette petite enquête, cette petite intrigue, beaucoup d'humour, une personnage principale un peu maladroite, un peu gauche, qui fait qu'on l'apprécie beaucoup. Le love interest qui est un peu grumpy mais pas trop dans le fond, voilà, dès qu'on est dans son point de vue, c'est un petit peu plus chamallow que prévu. Également encore un fond de famille vraiment très sympa, vraiment je pense que c'est un de mes tropes préférés dans la fantasy, le fond de famille. Je trouve que les auteurs à chaque fois savent doser et être juste sur ça. Donc écoutez, ma foi, je vous recommande ça très chaudement, j'attends la suite avec impatience, vraiment de mes que je l'ai en VO parce que je ne peux plus attendre que des suites soient traduites, alors que il y a des cliffhangers comme ça, voilà, mais trop bien. Je sens que la suite va être davantage explosive, donc écoutez, est-ce qu'on se retrouvera fin 2025 avec la suite dans les mentions spéciales, suite et conclusion de série, nous verrons. Je ne l'ai pas précisé, hein, mais ça me paraît clair comme de l'eau de roche, mais tous les livres dont je vous parle ici, je les ai lus cette année, donc vous avez forcément un avis quelque part sur la chaîne, donc n'hésitez pas à aller voir les bilans lecture, les updates lecture, pour avoir des avis plus détaillés si certains vous intriguent, parce que vraiment je n'en ai pas loupé un seul, donc voilà, je tiens à le dire. Du coup, maintenant on va passer à la catégorie un petit peu tout ce qui est policier, thriller, roman noir, gothique, voilà, où on a des ambiances un peu sombres.
parce qu'il y en a, je savais pas trop comment les classer, parce ils sont pas policiers à proprement parler, mais ils sont quand même sombres dans l'intrigue avec des petits côtés paranormaux, des petits trucs comme ça. Il y a quand même un petit nuage noir qui végète au-dessus, donc écoutez, ma foi, on en est là. Si vous l'avez suivi parce que vous êtes des abonnés fidèles et très charmants, il y a eu le projet Shazam cette année où j'ai lu tout ce qu'a fait l'auteur Maxime Chatham, et vous avez la vidéo sur ma chaîne, donc vous avez toutes les vidéos de tous les avis de tous les livres, mais vous avez aussi la vidéo bilan où je faisais un classement de mes lectures du projet, celle que j'avais préférée, et donc j'en ai remis 3 ici qui m'ont vraiment marqué. Donc je vais passer très rapidement dessus, c'est un peu les mentions spéciales. En fait j'ai fait des mentions spéciales, mais en fait des mentions spéciales partout. Ça paraît pas organisé, mais j'ai vraiment bossé sur cette vidéo pour qu'elle ait un fil conducteur. Hein. Mais bref, du coup j'ai mis L'âme du mal de Maxime Chatham parce que c'est son premier et c'est le premier que j'ai lu de lui et qui m'a convaincue. Voilà, j'avais adoré cette première lecture, cette entrée en matière dans l'univers de l'auteur et de sa plume. Donc je me disais que c'était légitime de le mettre dans mes top lectures parce que j'avais passé un très bon moment. J'avais beaucoup apprécié le personnage de Joshua Brolin. Donc voilà, il y a d'autres qui auraient pu être dans mon top mais que j'ai pas mis parce que voilà, ils m'ont pas marqué à ce point là. Mais celui-là je le trouvais symbolique. Ensuite j'ai mis L'illusion, pareil parce que comme vous l'avez su, il y a certains des livres de Maxime Chatham pour lesquels je m'attendais à avoir un peu peur, à être un peu dérangée, un peu mal à l'aise, que ce soit un petit peu poisseux, un petit peu dégueu. Voilà, genre Le Signal avec ces trucs un petit peu paranormaux, Insectes avec tous ces insectes. Et en fait, je n'avais pas trouvé mon compte. Et c'est dans L'illusion que j'ai le plus trouvé mon compte, voilà, sur le côté un peu... cette tension, cette ambiance un peu lourde, un peu pesante de savoir ce qui est derrière nous, ce qui va arriver au personnage et tout. Où on a vraiment ce côté, vraiment être tenu en haleine jusqu'au bout, ça me l'a vraiment fait dans celui-là. Et en vous lisant la fin, j'avais envie d'en avoir un autre sur un autre personnage dans le même univers. Donc non, ça avait très bien fonctionné pour moi. Et les derniers que j'ai mis de Maxime Chatham, c'est sa duologie, le diptyque du temps. C'est comme ça, c'est d'abord Léviathan et après le Requiem des Abysses. On les met ensemble parce que l'un ne va pas sans l'autre, hein, c'est de la suite directe. Voilà, un thriller historique qui se déroule pendant l'exposition universelle de 1900 à Paris, où on est un petit peu sur toute cette ambiance un petit peu steampunk, un peu victorienne, où c'est un écrivain un peu perdu qui va mener une enquête parce que des prostituées sont retrouvées mortes et tout, enfin trop bizarre. Et voilà, j'ai adoré cette lecture, vraiment. De toute façon, tout au long de l'année, des thrillers historiques, des romans historiques, thrillers historiques, j'en ai lu pas mal, notamment sur les Templiers. Et donc là, ça a changé. Et là, on a cette dimension de Maxime Chatham, ce côté un petit peu plus sanglant, un petit peu plus, pas horrifique, mais un petit peu plus glauque, un petit peu plus gore. Donc, ma foi, j'ai trouvé que ça faisait son taf, que vraiment les deux étaient justement dosés. Avec du coup, je me dis peut-être que j'ai même préféré le deuxième au premier. Mais les personnages étaient chouettes, j'ai adoré l'évolution et les chemins pris dans le deuxième tome pour nous répondre à toutes nos questions qu'on pouvait avoir dans le premier et tout. J'ai trouvé que c'était vraiment très bien ficelé, donc ça vraiment top top. Et évidemment, c'est une de mes meilleures lectures, alors oui, peut-être surcoté, avec du recul peut-être, je comprends quand les gens le jugent dans cette catégorie surcoté, pas de soucis, mais moi je trouve que ça est justifié parce que c'est fait pour être un patch turner, c'est un patch turner. Quand on est dedans, on peut voir venir des trucs au bout d'un certain moment, mais on peut pas s'empêcher de lire. C'est ça le truc. Je crois que c'est Oriane dans sa vidéo qui a dit ça, qui l'a lu, qui a pas été plus fun que ça, mais qui disait je comprends, parce que quand on est dedans, on a envie de savoir la fin. Et c'est bien sûr La femme de ménage de Freda McFadden, donc voilà, qui va être adapté machin. Le tome 2 est sorti, le tome 3 est sorti. J'ai pas le tome 3 parce que moi je le lirai en poche, ou alors je le lirai en ebook et je l'achèterai en poche. J'ai lu le tome 2, mais le tome 2 je l'ai trouvé plus prévisible, un peu moins cette tension, cette dynamique. Celui-là était vraiment pour le coup, voilà, il avait vraiment ce côté tu lis un chapitre dans les 4. Donc pour celui-ci, c'était le petit thriller psychologique un peu sympa de l'année. Alors, ce polar, j'ai lu les deux, mais je mets le deuxième parce que le 1, je ne l'ai pas. Et puis parce que j'ai préféré le deuxième, tout simplement. Après, voilà, il faut quand même avoir lu le premier avant, c'est mieux. Parce que sinon, vous allez être spoilé de certains trucs et ce serait dommage. Mais Tout le monde dans ce train est suspect de Benjamin Stevenson, donc c'est la série Ernest Cunningham. Donc là on suit un auteur, le premier c'était tous les membres de ma famille ont déjà tué quelqu'un, qui avait eu sa petite hype au moment où c'était sorti. Et c'est ce que j'ai aimé
dans cette série, c'est qu'on brise le quatrième mur où le narrateur, le personnage principal, s'adresse directement à nous. Donc on a vraiment l'impression de faire partie de l'histoire et de l'enquête. Et je trouvais que c'était davantage présent dans ce deuxième tome, donc c'est pour ça que j'ai préféré celui-là. Je trouvais que l'enquête était plus dynamique. On a vraiment un petit côté à la Agatha Christie, Hercule Poirot, enfin tout ce côté un peu policier vintage, Sherlock Holmes. Où là on est voilà, dans un train, c'est un peu un huis clos, il y a un meurtre, donc forcément c'est forcément quelqu'un qui est là. Et qui est-ce que c'est nous, est-ce que c'est toi, est-ce que c'est vous, on sait pas, mais j'ai trouvé que c'était très bien ficelé. Pareil, même s'il y a des petites choses prévisibles, je trouve que comme on est dans l'action avec le narrateur, et ben on découvre les choses en même temps que lui, puis il y a des choses qu'on sait parce que l'auteur nous les dit, genre ah tu penses que ça va être ça, bah moi je vous dis que ça va pas être ça, vous allez voir la page 302. Et quand on avait la page 302, bah effectivement il nous l'avait dit, donc on peut pas être étonné, mais en fait on est étonné, donc c'était trop bien. Donc ça je recommande, policier léger, c'était cool. Ensuite pareil, un peu peur quand j'ai vu la taille du livre, parce que le pitch me bottait, mais je me suis dit vu la taille du livre ça peut vite tourner en rond et vite se casser la binette niveau dynamisme. Mais pas du tout, j'ai adoré fin de l'histoire de Haji Finn, où là on rencontrait une jeune femme qui était convoquée par un auteur en fin de vie pour qu'elle écrive ses mémoires. Ça m'a fait un peu penser à la vibe les 7 Marie d'Evelyn Hugo, où on a ce côté, voilà, on fait venir quelqu'un pour écrire nos mémoires et on en apprend plus sur la personne concernée et on découvre au fil des chapitres des nouvelles informations qui nous permettent de reconstruire un fil. Sachant que là, la différence c'est que c'est vraiment policier pour le coup, parce que l'auteur que la personnage va rencontrer, sa femme, enfin sa première femme et son fils ont disparu tous les deux à un moment. Et après cette disparition, l'auteur a arrêté d'écrire pendant une dizaine d'années. Donc trop bizarre, tout l'accuse. Et donc quand on va découvrir son histoire, on va peut-être découvrir si c'est lui qui effectivement est à l'origine de tout ça ou pas. Donc voilà, on a ce côté un petit peu voyeuriste, mais très dynamique, c'est des chapitres courts, donc ça se fait tout seul. Franchement c'était chouette. Quelques personnages un peu antipathiques, mais je pense que c'était fait exprès. Mais sinon ça a trop bien fonctionné et la révélation finale moi m'a convaincue. J'ai pas trouvé que c'était tiré par les cheveux, pardon. Donc voilà, je recommande ce pot-là. Et donc les deux derniers dont j'ai à vous parler, c'est ceux que je mettrais plutôt dans la catégorie un peu roman noir gothique, où voilà, l'ambiance est un peu lourde, un peu sombre, un peu dark academia peut-être. Il n'y a pas forcément une enquête approfondie où on fait appel aux forces de l'ordre ou quoi que ce soit. J'ai d'abord lu À l'ombre de Winnicott au Cherche Midi, où là on rencontrait une jeune femme qui devenait préceptrice pour un enfant dans une famille, enfant qui était aveugle. Et en fait dans cette grande maison, à un moment il se passe des événements étranges, et donc c'est depuis son arrivée, donc on va dire est-ce que c'est elle, est-ce que c'est la maison, est-ce que c'est un coup monté, qu'est-ce qui se passe. Et il s'avère qu'apparemment notre jeune enfant un peu aveugle, enfin pas un peu aveugle, il est aveugle, mais va peut-être voir ou entendre des choses, voir c'est un peu... Bref, vous avez compris ce que je voulais dire. Donc tout se lie et j'ai adoré surtout la relation entre... comment elle s'appelle? Ah bah non, ça n'est pas en collège donc j'ai pas l'air... Mais entre la préceptrice et le gamin, j'ai adoré leur relation. C'était trop bien. En plus le gamin il a un handicap, mais c'est amené avec une autodérision le concernant, dans le sens où voilà, c'est un handicap sans en être un, c'est juste une différence plus qu'autre chose parce que ça ne l'empêche pas de vivre. Donc voilà, ça c'était très chouette. Pareil, Patch Turner comme on les aime. Et le dernier, le plus surprenant, que j'ai mis longtemps à placer en coup de cœur parce qu'il m'a dérouté, c'est Les Fêlures de Wakefield Manor aux éditions Hurlevent. Parce que surprenant de but en but, de bout en bout, bref, surprenant jusqu'à la fin. On lit et puis on se dit oui, bon bah les codes on les reconnaît, on sait ce qu'on va trouver, machin. Vraiment, l'auteur à la fin prend des décisions, j'étais là, mais pardon, j'étais outrée, vraiment, j'étais outrée de la direction que prenait l'auteur, les choix qu'elle faisait, parce que c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais, vraiment, j'ai été vraiment surprise. Et moi, voilà, comme vous savez, qui a un peu du mal avec la Dark Academia, cette ambiance un petit peu, voilà, gothique, où on a une jeune femme et des personnages un peu énigmatiques, et tout ce côté un peu Dark Academia, c'est peut-être mal utilisé, j'avoue. Par rapport à ce que j'imagine, mais en fait dans ma tête les images que je vois c'est Dark Academy, mais là ça n'est peut-être pas, bref. Mais ça je vous le recommande vivement, franchement. Alors attention parce que c'est pas tout joyeux, c'est pas tout rose, c'est vraiment ça stagne vraiment sur le... c'est gris, c'est un nuancier de gris, de beige, c'est et pourtant c'est une lecture très prenante, très addictive, avec une plume très intéressante. Et il y a également une playlist pour accompagner toute la lecture, et qui rend encore l'atmosphère un peu plus que de raison, et j'ai beaucoup aimé.
Et pour finir, on va passer sur la catégorie des contemporains. Donc dans les contemporains, j'ai aussi mis tout ce qui était un peu roman historique, nature writing et tout, parce que voilà, pour moi contemporain c'est du truc adulte, c'est que tu vas pas lire à 14 ans. Enfin tu peux, hein, mais voilà, vous avez compris ce que je voulais dire. J'essaie de faire organiser Soyez indulgents. Vu et revu depuis 3 semaines sur la chaîne maintenant, j'ai bien sûr adoré le dernier Marc Lévy, donc la librairie des livres interdits, voilà, avec cette mise en avant du sujet de la censure littéraire, qui est un sujet qui, en tant que libraire et en tant que lectrice et amatrice de littérature, ne me laisse pas insensible et m'inquiète quand on voit tout ce qui se passe maintenant. J'ai trouvé ça très chouette, j'ai trouvé que le sujet était amené d'une façon assez légère, mais à la fois assez sérieuse pour qu'on ait envie de s'y intéresser. Et puis ce côté où Mitch, notre personnage principal, est tiraillé entre son désir de mener une vie normale, paisible, avec des gens autour de lui, et son désir de vengeance. J'ai trouvé que son dilemme était vraiment très intéressant à suivre. Et voilà. Évidemment, pareil, pas surcoté, mais à peu justifié. Faudrait que je fasse une vidéo comme ça, pas surcoté, mais à peu justifié. J'ai adoré Les yeux de Mona de Thomas Schlesser, où voilà, là on suivait une jeune fille qui, à un moment, est dans la cuisine avec sa mère, et elle est prise d'une, comment on dit, d'une cécité temporaire pendant une bonne durée, et du coup à partir de là ça va s'enchaîner pour elle des examens médicaux pour savoir d'où ça vient, ce qui a justifié ça et tout. Et en parallèle on a son grand-père qui dit bah attends, si tu risques de perdre la vue, si le temps nous est compté, plutôt que d'aller chez la psy comme tes parents le veulent, on va leur mentir, on va dire que tu y vas, mais en fait je t'emmènerai dans des musées, je te ferai découvrir des œuvres d'art. Et j'ai adoré, déjà j'adore l'art, oui il m'en fallait pas plus. J'ai adoré la relation entre Mona et son grand-père. J'ai beaucoup aimé parce que j'ai trouvé que c'est un livre qui est accessible. Vous avez les tableaux qui sont cités, qui sont dans la jaquette, si vous voulez suivre pendant votre lecture. Mais j'ai trouvé que voilà, c'était pas du cours théorique où voilà, on vous relate une œuvre, on vous la présente de long en large en travers. Non, ça allait à l'essentiel, et l'intrigue autour de la cécité de Mona, de son incident et de sa relation avec son grand-père n'était pas du tout mis de côté pour l'art. C'était un juste milieu des choses, donc ça j'ai vraiment aimé, j'ai trouvé ça très émouvant. Autre livre émouvant, mais attention avec des sacrés trigger warnings quand même, j'ai beaucoup aimé Je pleure encore la beauté du monde de Charlotte McGonaghy, où là on est dans la nature, on est en Écosse, c'est le sujet, la thématique de la réintroduction des loups dans les Highlands. Pareil, comme avec la librairie des livres interdits, c'est un sujet qui a été d'actualité, c'est documenté. J'ai trouvé ça très poignant. Le personnage principal qui a eu une enfance compliquée, vit avec sa sœur, qui vit des choses difficiles, on va petit à petit comprendre pourquoi. C'est un livre difficile, mais je trouve poignant, vraiment, qui prend au cœur, qui prend aux tripes. J'ai vraiment passé un bon moment, j'ai adoré le dosage fait entre le côté humain et le côté nature, avec les loups, avec ces personnages à part entière dans le récit. Franchement ça je recommande carrément. Pareil, comme avec les fêlures de Wakefield Manor en roman noir et tout, j'ai mis du temps à savoir si je le mettrai en coup de cœur, enfin dans mes tops. Parce qu'il faut savoir, voilà, il y a des 5 sur 5 là qui sont ici, qui sont pas des coups de cœur, et il y a des coups de cœur que j'ai pas mis parce qu'avec du recul, ça a été waouh, mais c'était pas le top du top. Et là, pareil, c'est un livre, Seul restait la forêt, c'est un livre de la rentrée littéraire de cette année, qui m'a déroutée, mais que j'ai trouvé super. En fait, c'est un livre où quand vous le refermez, tout prend son sens. Et j'ai trouvé ça fou parce que j'aurais eu du temps, comme si j'étais au baroque. C'est un livre qu'une fois qu'on l'a fermé, tout prend son sens, et on pourrait se dire, je le relis pour comprendre davantage les subtilités et faire les liens. Et j'ai trouvé ça très poignant. J'ai trouvé que le personnage principal de ce livre, c'est pas un être humain, c'est un lieu, c'est un endroit, et on le voit vivre et évoluer à travers des personnages, et on montre que l'être humain peut parfois être insignifiant et que c'est pas lui qui régit le monde. Et j'ai adoré ce côté nature, cette forêt qui vit, cette maison qui vit aussi à travers les époques, et qui connaît diverses péripéties, parce que voilà, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, et la terre, notre histoire a connu des hauts et des bas. Donc voilà, ça c'était un livre vraiment, si on est un humain sensible et un humain intéressé par la nature et par pas le côté humanitaire, mais plutôt humaniste, je pense que c'est un livre qui peut vous plaire.
Également pour le côté humain, j'ai adoré le parfum des poires anciennes de Ewald Arends. Où là, voilà, j'en ai parlé longuement dans un avis lecture, où on rencontrait deux femmes qui, elles, se rencontraient, où tout semblait les opposer, où elles étaient en marge de la société et pourtant elles arrivaient à se trouver toutes les deux à travers des points communs qui, on n'aurait pas pensé, pourraient les amener à créer cette complicité, cette amitié. Petit trigger warning quand même parce qu'on parle de TCA, le trouble de comportement alimentaire. Mais comme je l'ai dit à chaque fois que j'en parle, c'est un livre qui fait déculpabiliser. C'est pas un livre où le jugement est mis en avant. On ne juge pas le personnage qui est atteint. On essaye de le comprendre. On essaye de lui montrer que c'est secondaire et que sa personnalité n'est pas reflétée par sa maladie. Et je trouve que voilà, c'est un livre qui apporte énormément de positif et qui ne mettra pas mal à l'aise. Voilà, je ne le considère pas en fait comme un trigger warning. C'est un trigger warning dans le sens où voilà, c'est mentionné, le sujet est évoqué, mais il n'est pas évoqué de manière à faire mal ou à faire souffrir. Au contraire, c'est une vision très positive, moi j'ai trouvé. Donc j'ai beaucoup apprécié. Également un livre que j'ai mis ici parce que voilà, c'est comme avec le parfum des poires anciennes, c'est du positif. C'est pas larmoyant, on n'est pas là pour le pathos, on n'est pas là pour la souffrance, on ne fait pas souffrir pour faire souffrir, il n'y a pas de violence. Le message est positif du début à la fin. C'est bienvenue à la librairie Yunam. Pareil, c'est un livre de la rentrée littéraire, de la romance littéraire, pas du tout. Aux éditions Piquet, donc je lis peu de littérature asiatique, que ce soit coréenne, chinoise, etc. Mais j'ai lu celui-ci et j'ai adoré. J'ai adoré parce qu'encore une fois en tant que libraire ça nous touche parce que là on suit une personnage qui a décidé de tout plaquer pour devenir libraire comme si c'était un métier facile, mais on sait que être libraire c'est pas juste lire des livres derrière sa caisse et puis conseiller des livres qu'on a aimés, c'est bien plus complexe que ça et surtout dans le côté gestion c'est très différent de ce qu'on peut penser. Et en fait, on suit cette personnage avec tous les autres qui évoluent autour d'elle. Et en fait, on suit les évolutions des personnages grâce aux uns les autres. Et en fait, les évolutions sont toujours positives. Il n'y en a pas un qui arrive au bout de sa vie, déprimé, qui est au bord du suicide où rien ne va plus et il s'enfonce tout seul. Non, c'est que tirer vers le haut. Peu importe, on tire vers le haut et on le lit avec une personne et hop ils sont deux à se tirer vers le haut et puis ils vont tirer un troisième par le haut et j'ai trouvé que c'était vraiment une belle farandole. Ça fait pas de nœud au cerveau, c'est pas compliqué, ça c'est tout seul, c'est léger, on en prend, on en reprend et on en redemande. Ensuite, alors là j'ai lu la version poche et l'autre jour à la FNAC j'ai vu la version grand format et en fait la version grand format elle a des photos et tout et du coup bah dans le poche il n'y en a pas mais je pense que du coup c'est un livre que je me procurerai en grand format parce que je le trouve beau, ça peut faire aussi beau livre. J'ai adoré La vie secrète d'un cimetière de Benoît Gallo. Donc là voilà, c'est le conservateur du cimetière du Père-Lachaise en région parisienne qui écrit un peu sa vie en tant que conservateur de cimetière, ce qu'il peut y voir, ce qu'il y croise, que ce soit des humains, des animaux, des morts, voilà, plus ou moins célèbrement. Et en fait c'est à la base un compte Instagram qui a un peu percé pendant le confinement, donc moi j'avais peur en commençant en me disant oula, je me suis dit ça va juste être un regroupement de ses posts en mode une photo, une légende, une photo, une légende, en fait pas du tout. Il y a vraiment un côté très instructif et ce que j'ai beaucoup aimé c'est que voilà, on apprend des choses sur les cimetières en général, on apprend sur celui du Père-Lachaise, on apprend sur certains locataires, enfin certains habitants du cimetière, voilà. Et donc j'ai trouvé que voilà, de fil en aiguille, c'était quelque chose de très humain, très chouette, avec ce côté nature et tout, qui donne envie d'aller visiter le cimetière du Père-Lachaise. Et il y a des choses auxquelles on ne se douterait pas, mais en tant que conservateur de cimetière, mais c'est très intéressant. Voilà, c'est vraiment ça, c'était très léger. Le petit cadeau à un proche qu'on connaît pas, ou à quelqu'un qu'on connaît pas trop et tout, et il faut faire un petit clin d'œil parce qu'on veut pas arriver les mains vides, ça fait carrément l'affaire. Ensuite, très bonne surprise de cette fin d'année parce que je l'ai lu en octobre je crois, ou novembre, je ne sais plus, enfin même pas, je l'ai écouté, il fait partie de ceux que j'ai écouté en audio, et le premier tome d'Emile de New Moon, j'ai pas mis le deuxième parce que le deuxième je l'ai aussi beaucoup aimé, mais peut-être il y a des choses un peu moins. Enfin, celui-là, c'était vraiment le côté découverte. L'entrée en matière avec Émilie qui était plus... voilà, on était plus dans la découverte avec elle de ses yeux. Mais j'ai adoré ce récit, voilà, un peu tranche de vie, un peu
peut-être pas la petite maison à la prairie, c'est pas ce que je veux dire, j'ai pas de comparaison, mais je sais que vous voyez ce que je veux dire, parce que peut-être vous avez lu Anne de Green Gables ou pas, donc vous savez la plume de Lucy Maud Montgomery. Moi j'ai trouvé vraiment ça très, voilà, très léger, très fleuri, très poétique. Au début j'avais peur que ce soit un acharnement sur la gosse où elle allait être une victime pas possible et il lui allait arriver que des malheurs, elle allait être neuneu, naïve et tout. Et en fait pas du tout, pas du tout, vraiment à l'opposé de ça. Dès le début elle s'affirme, j'ai adoré ce personnage d'Emily. Les personnages autour d'elle, pareil, quand ils évoluent à leur façon et ils évoluent parfois grâce à elle, et j'ai trouvé ça vraiment très chouette, j'ai trouvé que c'était vraiment positif. C'est pas, encore une fois, c'est pas lourd. Vraiment dans les contemporains là que je vous ai présentés, je me suis vraiment retrouvée cette année dans des lectures où on apportait des messages d'espoir et de positif, où voilà, on veut pas des choses trop larmoyantes. Mon but c'était pas d'être effondrée à chaque livre que je lisais. J'étais assez effondrée moi-même parce que j'ai eu une année très compliquée. Donc j'espère que 2025 ce sera pas ça, mais du coup je pourrais mieux endurer des livres tristes. Mais ça voilà, j'ai adoré et il me reste un tome à lire. Mais du coup ça m'a fait un premier pas vers Lucy Maud Montgomery. Donc moi qui avais peur de dire Anne de Green Gables, bah là maintenant j'ai moins peur et j'aurai plus confiance. Tout autre registre, hein, j'ai adoré Girlfriend on Mars. Vraiment là c'est la nana cliché qui adore la télé-réalité qui vous parle, parce que voilà, ce couple de trentenaires qui est un peu au bout de sa vie, qui pense qu'ils vont faire fortune avec du cannabis, et puis un beau jour la nana elle en a marre d'être le cul dans son canapé, donc elle va dire en fait tu vois ils veulent envoyer des gens sur Mars, donc je vais postuler à la télé-réalité qui fait gagner le voyage. Et le mec il se retrouve comme un clampin, bouffon du roi, lui vraiment Kevin merci. Et puis elle on va la suivre du coup dans ce monde de télé-réalité où on a également l'envers du décor, donc on voit que c'est scripté, où tiens t'as dit ça, c'était pas filmé, refais-le. Ah non, refais-le encore avec une intonation différente, change un ou deux mots, et puis tiens vas-y va t'embrouiller avec machin. Non ça j'ai adoré. Franchement voilà, c'est du drama, ça va crescendo de drama en drama, c'est pathétique. Vraiment il y en a un, il est... je pouvais plus, c'était minable. Drôle, léger, l'envers du décor de la télé-réalité, vraiment. C'est un livre, comme je dis, ça peut plaire à ceux qui aiment et ceux qui n'aiment pas la télé-réalité, parce que ceux qui trouvent ça con au possible, ils vont avoir raison. Ceux qui trouvent ça génial parce qu'ils savent que c'est scripté et tout, ils vont avoir raison. Donc trop bien. Je vais conclure avec 2 romans historiques, parce que si je suis très friande des thrillers historiques avec les Templiers, les machins, les trucs, les quêtes, Benjamin Gates, Indiana Jones, tout ce que vous voulez, j'ai un affect pour l'histoire en général avec un grand H, et c'est Oriane, donc de la chaîne Mézières Pourpres, qui lit beaucoup de romans historiques. Notamment elle a lu L'Allée du Roi qui me fait très envie, donc je pense qu'en 2025 ça va passer, peut-être un influenceuse d'une reco et on va lire le sien, on sait pas. Mais voilà, donc je me suis dit, quand mes yeux vaquaient, dérivaient sur les états de librairie, je me suis laissée tenter par L'Aigle et la Rose de Serge Hayat, où là on avait pareil une mise en scène de notre cher Napoléon, que je pensais être un sex appeal et en fait pas du tout, voilà, qui va revenir et va se retrouver un petit peu le cul entre deux chaises parce que sa gonzesse le trompe avec tout Paris, donc lui il veut divorcer, mais en fait son conseil lui dit qu'il devrait pas, et peut-être que si, puis du chantage, et puis d'un et puis d'un. Vraiment Gossip Girl chez Napoléon. J'ai adoré, ça c'est très vite, c'est tout petit. Les faits historiques relatés sont quand même pour la plupart fidèles à l'histoire que l'on connaît. Voilà, c'est un peu Napoléon tourné en ridicule et je trouve ça très satisfaisant. Et pareil avec son allumeuse de bonne femme, excellent. Vraiment un divertissement à la hauteur d'un Molière ou d'un truc comme ça, c'était très sympa. Et je me suis attaquée à un pavé, une relique de ma pâle poche, sur lequel je me suis dit, soit on va m'inonder, m'assaillir de références historiques, de dates, de personnages, de trucs, je vais rien suivre, je vais être perdue comme pas possible, soit ça va être super, et c'est avéré que c'était super. J'ai lu La Cité de Feu, donc également j'ai lu le 2e et le 3e tome, donc La Cité de Larmes et La Cité des Mers. La Cité des Mers, je vous en ai parlé en décembre, pas fou. La Cité de Larmes, je l'ai pas mis dans le top parce que c'est vraiment sur les dernières pages où le coup de cœur s'est fait, mais celui-là c'était vraiment dès le début. J'ai adoré rencontrer Minou, qui évolue dans ce contexte de guerre de religion. Et voilà, très épopée historique, fresque historique, des personnages, des retournements de situation auxquels on ne voyait pas venir.
des choix parfois de l'auteur qui nous prennent le cœur, auxquels on ne s'attend pas parce qu'on se dit elle va pas nous faire ça. Si. Voilà, on n'est pas épargné, mais encore une fois, comme avec l'Aigle de la Rose, les faits historiques qui sont relatés sont fidèles. On a également des petits paragraphes à la fin du livre ou au début, je ne sais plus, pour nous resituer contextuellement, historiquement, où on est, avec qui. Parce qu'il y a des personnages célèbres qui sont mentionnés, voilà. J'ai trouvé ça incroyable. Vraiment là, je n'ai pas mieux à dire. C'est vraiment des secrets, des trahisons, des complots. Je pense que ça n'a rien à envier à Ken Follett ou des trucs comme ça. Vraiment là, ça se lit tout seul. Honnêtement, ça paraît énorme, mais ça se lit à une vitesse. Franchement, j'ai lu une partie en e-book quand je l'ai commencé. Et quand j'ai arrêté en e-book et que j'ai repris le livre, quand j'ai vu où j'en étais, je me dis bah punaise, franchement ça avance quoi. Et voilà. En plus dans les autres tomes, on suit toujours ces mêmes personnages, donc on est vraiment un truc que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Et voilà, vous avez maintenant en main connaissance de mes top lectures de l'année 2024. Donc voilà, je pense que cette vidéo est moins fouillée que celle de l'année dernière, parce que vraiment l'année dernière j'ai un peu enchaîné et je passais du coq à l'âne et machin, et puis il y avait un classement sans être un classement et tout. Cette année je me suis dit il n'y a pas de bouquin qui s'est plus démarqué. N'hésitez pas du coup dans les commentaires à me dire si pour vous certains de mes tops sont des flops ou sont également des tops, ou alors quels sont vos tops à vous si je n'en ai pas parlé. Ça se trouve vos tops seront la semaine prochaine dans les flops, on ne sait pas, mais vaut mieux prévenir que guérir, hein, voilà je préfère dire. Après encore une fois, ce sont mes avis, c'est relatif à moi. Comme mes flops, ce sera une vidéo qui concerne mes avis personnels. C'est pas à prendre au pied de la lettre, on est là surtout pour voilà, le partage, pour rigoler. Après, moi, quand je regarde ce genre de vidéo, des fois, je vois un de mes favoris dans un flop et je me dis oui, effectivement, je comprends que tu aies trouvé ça moyen et que ce soit ton flop. Comme des fois, je vois des tops où je me dis ah ouais, on est bien d'accord que ça c'était fou. Donc voilà, je reste à votre disposition pour échanger sur tous les livres que vous voulez. J'espère que l'année prochaine j'en aurai autant, parce que je sais pas si je lirai autant de livres, parce que comme je vous l'ai dit dans ma vidéo bilan, j'ai plus de palles, donc pour relire plus de 200 livres, c'est quand même déjà un sacré budget, donc bah, peut-être y aller mollo. Mais voilà, là cette année, en préparant mes vidéos, j'ai vu que j'avais à peu près le même nombre de tops que l'année dernière, donc ça reste assez correct. Sur ce, moi je vais retourner lire parce que maintenant j'ai à nouveau des livres. Et puis je vous souhaite de belles lectures et je vous dis à la prochaine. Salut!